peu fossilisées, mais en revanche, il ne faut surtout pas dire que ces langues n'ont pas évolué. Toute langue parlée évolue forcément, mais elles ont évolué au contact d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres apports linguistiques. Et c'est ainsi que se distinguent deux branches principales dans cette histoire du judéo-espagnol. La branche vraiment principale, l'essentielle, il faut le lire, c'est le judéo-espagnol oriental, c'est celui de l'Empire ottoman. Quand les Juifs arrivent dans l'Empire ottoman, ils y trouvent donc des populations essentiellement turcophones, hellénophones. Ils empruntent donc à la langue turque, à la langue grecque, même au français. Mais bon. C'est donc un fond médiéval espagnol, pas seulement. Parce qu'évidemment, quand ils se rassemblent à Salonique, enfin voilà, à Smyrne, bon, l'apport catalan, l'apport galicien, tout cela fusionne. Ce qu'on appelle le judéo-espagnol résulte quand même d'apports linguistiques différents, où le castillan domine, parce que arithmétiquement, simplement, démographiquement, ils étaient plus nombreux, les castillanophones. Et donc, cette langue faite d'une koiné castillane, catalane, galicienne, etc., et avec des apports turcs et grecs, c'est cela qu'on appelle le judéo-espagnol oriental, qu'on appelle aussi le judaismo, et c'est vraiment la branche maîtresse, puisque eux ont une littérature, c'est eux qui ont les locuteurs les plus nombreux, et surtout, c'est un point fondamental, ils sont si loin géographiquement de l'Espagne, à une époque où les voyages ne sont pas si simples, que leur langue a été préservée, elle s'est conservée. Ils n'ont pas eu de contact, ou très peu de contact avec l'espagnol tel qu'il évoluait au fil des siècles. Et donc, c'est un conservatoire de l'espagnol ancien, avec les métissages dont je viens de vous parler. L'autre branche, plus modeste, c'est ce qu'on appelle le judéo-espagnol occidental, on l'appelle aussi la Jaquetia, qui était parlé au nord du Maroc, à Tanger, à Tétouan, à Ksar el-Kbir, à Larache, à Azila, à Ceuta bien sûr, et Melilla, et à Gibraltar d'ailleurs. Ce sont les zones où se parlait cette langue. Alors c'est quoi? C'est la même chose, c'est de l'espagnol médiéval, avec tous les apports de tous les idiomes de l'Espagne de l'époque, mais cette fois-ci, évidemment, métissé non plus avec du grec et du turc, mais avec la darija, avec l'arabe dialectal marocain. Ce qui fait que lorsque moi je rencontre un juif de ça arrive encore, ça existe encore, on n'est pas très nombreux, mais ça existe. Lorsque je rencontre un juif de Salonique, moi je trouve qu'il a un accent bizarre qui me fait sourire, et je comprends ce qu'il dit, sauf que très souvent je bute sur un mot, c'est du turc, je ne parle pas le turc, malgré ce que pensait Semproun. Voilà. Et au contraire, quand c'est moi qui parle, il trouve que j'ai un accent bizarre, ça l'amuse beaucoup, et il comprend. Sauf qu'il se heurte souvent, il bute sur un mot arabe, évidemment, venant de Salonique, il ne parle pas l'arabe, il ne comprend pas. Ce sont deux langues qui n'ont pas vécu assez longtemps. Aujourd'hui, on peut presque en parler au passé, pas tout à fait, mais je veux dire, maintenant on peut plus dire qu'elles évoluent, ce sont des langues qu'on maintient comme ça, à bout de bras. Et donc, elles n'ont pas vécu assez longtemps pour qu'il n'y ait plus intercompréhension. Si les Juifs étaient demeurés dans l'Empire ottoman et à Tanger, Tétouan, etc., au nord du Maroc, encore 2 ou 3 siècles, probablement les deux langues seraient vraiment devenues non intercompréhensibles. Mais ça n'a pas été le cas. Ce sont deux dialectes très nettement marqués d'une même langue, mais l'intercompréhension demeure. Les Juifs de l'Empire ottoman sont partis en fumée. Il n'y a pas que les Ashkénazim, il y a aussi cette population judéo-espagnole des Balkans qui est morte dans les chambres à gaz, dans les camps de concentration. Alors il y a des survivants, évidemment, et d'autres qui étaient venus en France ou ailleurs. Mais enfin, ils sont vraiment très peu nombreux désormais. Quant à nous, Juifs nord-marocains, la fin est beaucoup moins tragique. On s'est simplement dispersé à travers le monde. Il n'y a plus que des locuteurs en petit nombre, ici ou là. Donc, je disais, judéo-espagnol oriental ou judaisme, judéo-espagnol occidental ou Jaquetia, et enfin, le mot que vous attendiez, sans doute, enfin, beaucoup d'entre vous, que je n'ai pas encore prononcé, vous vous demandez quand il va arriver, c'est maintenant. Il ne signifie pas du tout ce que souvent on croit qu'il signifie, le ladino. Beaucoup de gens croient que ladino, c'est un synonyme de judéo-espagnol, et comme la branche maîtresse du judéo-espagnol, c'est le judéo-espagnol oriental, celui des Balkans, beaucoup de gens croient que ladino, c'est synonyme de judéo-espagnol des Balkans, de judéo-espagnol. Pas du tout. Je crois que là-dessus, il y a une unanimité aujourd'hui parmi les linguistes. Il y a le judéo-espagnol oriental, il y a le judéo-espagnol occidental. Quant au ladino, c'est une toute autre affaire. C'est une langue qui, elle, n'a pas du tout évolué, et pour cause, elle n'a jamais été parlée. C'est pas une langue qu'on parle. C'est quoi alors le ladino? C'est des rabbins décident qu'il faut quand même que les femmes, les enfants, les gens très incultes qui ne parlent pas du tout l'hébreu, qui ne comprennent pas du tout l'hébreu, puissent accéder au texte sacré, puissent lire la Bible, puissent lire le récit de la sortie d'Égypte qu'on va lire à la fête de Pâques dans quelques jours, qu'ils puissent la comprendre. Et donc on dit, on va leur traduire dans leur langue.
en l'occurrence en espagnol, puisqu'il ne parle pas l'hébreu, on va la traduire en espagnol. Ah oui, mais attention, on parle d'un texte sacré. On ne peut pas traduire un texte sacré comme ça. Ben, je n'ai pas le temps de remonter au déluge, mais la traduction des Septante, etc., qui est inspirée par Dieu, les 70 sages disent en grec exactement au mot près la même chose, parce que la traduction des Septante est une inspiration divine. Pareil, ils se disent, on ne peut traduire l'hébreu que de façon littérale, c'est-à-dire qu'au-dessous d'un mot hébreu, on met un mot espagnol. Et évidemment, ça fait donc des mots, sur le plan sémantique espagnol, dans une syntaxe hébraïque. C'est totalement imparlable, c'est impossible à parler, c'est compréhensible quand on a un peu d'entraînement, et ça ne bouge pas, évidemment, puisque une fois pour toutes, ça a été traduit comme ça. C'est ça qu'on appelle le ladino, que Haïm Vidal-Sefira, le grand linguiste à qui on doit cette distinction, appelle le judo-espagnol calque. C'est un calque, un décalque du... alors, si j'avais eu le temps, ça n'est pas le cas, on y reviendra, et puis bon, vous réinviterez. Je vous ferai entendre du judo espagnol dans ces deux variantes, et on analyserait quelques expressions. On n'en a pas le temps. Ma conclusion, elle tient en une phrase, et c'est Juan Goytisolo qui me l'a fourni il y a un instant, avant que la table ronde ne commence. Il m'a expliqué quel était le combat qu'il menait en ce moment, et je me suis dit quand même, Juan Goytisolo, donc un des plus grands écrivains espagnols vivants, mais qui vit au Maroc et qui voue une passion à la littérature et à la culture arabe, et il vient d'embrasser un autre combat. Il voudrait faire inscrire la Raquetia, ma langue maternelle, au patrimoine de l'humanité, au sens du patrimoine immatériel. Eh bien, quand j'entends ça, je me dis que l'Espagne des trois cultures n'est pas morte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Abraham Benjo. Je vais maintenant passer la parole à Reyes Mate. Merci. Vous allez remarquer tout de suite que le français n'est pas ma langue maternelle, mais tout de même, je vais essayer. Le contexte de mes réflexions est donné par le titre de cette table ronde, non? L'Andalousie des trois cultures, trois lois, comme on disait alors. Et la question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce qu'une mémoire d'un passé si lointain peut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? La réponse dépend de la signification qu'on donne au mot, au terme « mémoire ». Elle dépend du contenu du concept « mémoire ». Car la mémoire, comme disait Aristote de l'être, se dit de beaucoup de manières, non? Legetai polakos, non? On dit de beaucoup de manières. Pour la mémoire s'intéresse l'histoire, l'art, la littérature, la théologie et la philosophie. Et chacune de ces disciplines a une théorie de la mémoire, une théorie différente de la mémoire. Pour l'histoire, par exemple, il y a une approche sérieuse, scientifique, objective du passé. Et c'est l'histoire comme science. Et il y a une approche sentimentale, subjective, privée, et c'est la mémoire. Ça, c'est la théorie de l'histoire sur la mémoire. La littérature aussi a une théorie de la mémoire. Gabriel García Márquez, par exemple, dans son 100 ans de solitude, qui pourrait être titré 100 ans d'oubli, a une théorie de la mémoire. Pour lui, la mémoire, c'est récupérer les racines oubliées par l'histoire, par les récits historiques. Aussi, la philosophie a une théorie de la mémoire, et c'est ça qui m'intéresse ce soir. Pour la philosophie, la mémoire a deux caractéristiques principales. D'une part, c'est un jugement de vérité. La mémoire, c'est un jugement de vérité. C'est-à-dire, la mémoire produit, pour la philosophie, pas seulement des sentiments, mais aussi de la connaissance. Grâce à la mémoire, nous connaissons des aspects du passé qui échappent à l'histoire. Et c'est aussi un jugement moral. La mémoire de l'injustice, par exemple, ne se contente pas de raconter un fait passé, un fait lointain, qu'on fait l'histoire.
elle prononce une sentence, la mémoire. Ce fait